Bonjour, merci beaucoup de votre invitation et à M. Boiswassel notamment qui m'a un peu avec qui on a préparé en amont l'intervention. Alors moi je suis pas du tout un spécialiste notamment des affaires de sécurité. Ce que j'essaye de faire, c'est de réfléchir aux liens qui existent finalement entre ce que j'appelle l'habitant, parfois plus que le citoyen, parce que tous les mots veulent dire quelque chose, l'habitant et le territoire. Hein. Et aujourd'hui, alors j'ai beaucoup travaillé sur l'urgence, pourquoi les gens sont aussi pressés, pourquoi aujourd'hui un jeune Américain envoie à peu près 150 SMS par jour, voilà, pourquoi tout est urgent tout de suite, même l'État devient d'urgence, ce qui pose quand même des questions de fond. Et j'essaie de réfléchir à la façon dont finalement les gens peuvent créer une sorte de commun accord sur les territoires. Et dans ce cadre, bien évidemment, les nouvelles activités numériques jouent un rôle tout à fait fondamental. Alors, globalement, on a un discours souvent anxiogène vis-à-vis des nouvelles technologies. C'est quelque chose qui est un peu omniprésent et un discours anxiogène à toutes les échelles. Ça va finalement des prédateurs, les GAFA, jusqu'à envisager les fractures numériques à différentes échelles, etc. Et on est comme tiraillé avec quelque chose qui est permanent dans l'histoire de l'humanité, c'est-à-dire toujours une innovation qui libère, la vitesse qui libère. Hein, dès qu'on est arrivé à la vitesse hallucinante avec le chemin de fer de 18 km à l'heure, les gens étaient stupéfaits, ils se demandaient s'il n'allait pas avoir la danse de Saint-Guy, tout ça, bon, peu importe. Et simultanément, toujours une vitesse qui contrôle. Et on a un chassé-croisé dans l'histoire de l'humanité qui a commencé surtout avec la révolution industrielle, où on est toujours dans Internet, ça va complètement nous libérer, on sera libéré des frontières, et simultanément toujours c'est de nouvelles contraintes qui apparaissent, une sorte de chassé-croisé entre des éléments de libération, la vitesse de libération de Paul Virilio, et des éléments après de contrôle, voire de risque. Alors du coup, mon propos va être de voir 3 points qui concernent un peu quand même une évolution sidérante qu'il faut rappeler, c'est-à-dire prendre un peu de recul avec mon petit discours de géographe, puisque la géographie, c'est l'analyse des territoires, et un territoire, c'est sur le fond la formidable capitalisation des temps longs. C'est ce qu'on laissera après nos vies qui sont un peu éphémères, c'est ce qu'il s'agit de construire pour nos enfants, pour demain. Hein. Et en tout cas, c'est comment on le perçoit dans nos mentalités. Donc d'abord, une évolution stupéfiante, notamment en Bretagne. Ensuite, on verra ce qui est présenté parfois comme étant des risques, mais ce qui apparaît aujourd'hui avec des tournants surtout comme des aubaines. Et donc, vous voyez, avec ces 3 parties, le propos central, ça quand même, oui, quel est le rapport aujourd'hui de l'habitant au territoire ? Ce que l'on constate, c'est que les nouvelles technologies ont suscité une forme d'éclatement sensoriel des hommes. Gourevitch, au Moyen-Âge, nous rappelle comment la communication est entière, globale. Les gens font beaucoup de gestes. Hein, et tout est lié, finalement, le corps parle. Or, aujourd'hui, on a une dissociation de plus en plus importante des sens. Quelqu'un qui prend un café devant son ordinateur, il a la saveur locale, il peut regarder une webcam à Shanghai. Il peut simultanément être appelé sur son téléphone d'un collègue de bureau ou de quelqu'un qui est à 100 km, etc. Donc l'ouïe fonctionne à une échelle, la vue fonctionne à une autre, le goût fonctionne à une troisième, etc. Et donc tout cela crée aussi des éléments de perturbation avec l'apparition des territoires virtuels où les gens se demandent tout simplement mais où je suis, quoi, où je suis. Hein, et des confusions parfois entre le réel et le virtuel. Vous avez vu qu'il y a des nouveaux casques 3D qui vont nous permettre d'être en immersion et de parcourir toute la planète, donc avec Google Earth, etc. Où on pourra se promener dans les rues en voyant tout et en étant ce que l'on dit immergé. Hein, et simultanément, comme dit Jules Laforgue, que la vie est quotidienne et chacun d'entre nous est toujours dans un ici. Dans un ici, même si on se déplace, on est toujours dans ce qu'on appelle ici. Et globalement, si on a un gros problème, ce sera ma conclusion, ou un petit problème, il reste quand même dans nos sociétés plus facile d'aller chercher un tournevis chez son voisin que de le faire venir de l'autre bout de la planète. Hein. Donc il y a quand même des réalités pratiques que nous on essaie un petit peu de rappeler par un discours essayant de prendre un tout petit peu de recul et modestement. Donc d'abord une évolution sidérante. C'est un point majeur, c'est-à-dire que la Bretagne en 1950
La moitié des fermes n'a pas l'électricité. 90% des fermes n'a pas l'eau courante. Alors, ce qui est passionnant aujourd'hui pour voir la fantastique évolution du pays, c'est de voir comment, de faire des entretiens avec les anciens. Donc moi, je suis allé en voir beaucoup, et on apprend énormément de choses. À Locquenvel, un ancien maréchal Ferrand qui me racontait qu'ils avaient le portable. Alors je lui dis, ah bon, vous avez le portable? Il dit, bah oui, alors Locquenvel, la plus petite commune de Bretagne, 69 habitants, près de Belle-Île-en-Terre. Et il me disait, bah oui, on avait réussi à avoir un bout de câble qui venait de Belle-Île-en-Terre, et il y avait un téléphone à l'entrée du village, et comme on travaillait tous dans les champs, eh bien, on avait ce qu'on appelait le mobile à l'époque. C'est-à-dire qu'on s'appelait à travers champ et la personne rappelait après parce qu'il y avait un seul appel téléphonique pour l'ensemble des personnes. Ce que l'on voit apparaître, c'est des personnes qui découvrent la modernité et donc, par exemple, disent au revoir à la speakerine en éteignant la télé. Disent également crient d'autant plus fort qu'ils téléphonent au loin. Donc on a des nouveaux usages qui apparaissent que les gens maîtrisent plus ou moins. Et finalement, une banalisation incroyable en 60 ans d'usages qui étaient à l'époque complètement révolutionnaires. C'est-à-dire que j'ai recueilli des gens qui pleuraient quand ils avaient eu la lumière. Appuyer sur la lumière. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est une magie. Quand ils parvenaient à voir leur fils au téléphone qui était à Toulon, par exemple, dans la marine, et qu'ils entendaient sa voix, une émotion incroyable. Et donc il y a eu une banalisation et une progression fulgurante de tous ces usages qui a entraîné, je l'évoquais, ces explosions un petit peu sensorielles. Alors, le point qui apparaît ensuite, c'est une vision aujourd'hui un peu anxiogène à partir des risques, où on oublie tous ces fantastiques apports réalisés, notamment dans une région de Bretagne qui était particulièrement en retard. Le risque m'apparaît souvent, finalement, comme étant quelque chose lié à ce que l'on appelle le hors-sol. Ce qui nous ramène à cette dimension de territoire. On évoquait les prédateurs, etc. Il y a, oui, aujourd'hui, un pompage des données les plus personnelles à des échelles, on ne sait pas trop où ça se passe, mais à des échelles majeures. Quand aujourd'hui, vous l'avez vu aux États-Unis, les gens font des footings avec leurs montres connectées, ils envoient directement leurs données les plus intimes à l'autre bout de la planète. Et ce que l'on constate, c'est que ces données sont parfois revendues à des groupes d'assurance et des personnes qui avaient des problèmes de santé se retrouvent du jour au lendemain avec 30% de plus de frais de santé puisqu'on a commercialisé leurs données à des fins mercantiles. Donc il y a effectivement des risques à toutes les échelles de cela, avec également à l'échelle nationale ce que l'on appelle les différentes fractures numériques. Et il est vrai que les territoires ont été équipés de façon très progressive en partant des grandes métropoles, et on a encore aujourd'hui toute une com concernant les smart cities, etc., où on nous dit la modernité, les technologies, c'est forcément les grandes villes. Et après, on a eu des équipements qui se déplaçaient petit à petit. Je ne veux pas dire que les gens devaient téléphoner avec un débit ridicule pour avoir une connexion Internet debout sur les arbres, mais on avait des grandes difficultés. Et il existe encore, vous le savez, à Camouel, par exemple, quelques zones blanches en Bretagne, où là, on a des difficultés concrètes d'accès au débit. Malgré tout, tout le monde n'a pas besoin d'un débit énorme, d'autant qu'ils sont dissymétriques entre ce que l'on reçoit et ce que l'on envoie par les réseaux. Et globalement, aujourd'hui, il y a une forme de démocratie d'usage numérique qui, malgré tout, est en train de se développer. Et dans ce cadre, les fractures ne sont pas aussi puissantes qu'elles ne le furent. Et c'est très important pour un territoire comme la Bretagne, où on a effectivement quelques grandes métropoles, Brest, Nantes, Rennes, et où on a aussi beaucoup de territoires de densité variable.
Donc par rapport à ce risque un petit peu hors sol, moi j'insisterai surtout sur les aubaines avant de voir en troisième partie les différentes actions peut-être possibles, hein, même s'il ne s'agit pas de donner des conseils et surtout pas, hein, c'est à chacun de faire un peu comment il l'entend bien entendu. Alors les aubaines quand même, c'est que ce territoire qui était Pénarbet, hein, breton, la tête au bout du monde, eh bien, il était mais totalement oublié en 1950. Alors, Yves Morvan a parlé de vocation électronique de la Bretagne. Il n'y avait strictement aucune vocation de la Bretagne. Aucune. C'est parce que des acteurs, notamment un mouvement régional s'est mis en place, que des acteurs y ont cru, notamment avec le rôle de Pleven, qui était déjà, avant de rejoindre De Gaulle, le lendemain de son appel à Londres, était déjà directeur pour les télécoms, une boîte américaine de télécoms en Bretagne, donc il y avait quand même différents réseaux, des gens comme Marzin à Lannion, etc., qu'il y a eu un véritable miracle en Bretagne. N'oublions pas que la première image en direct au monde a été diffusée en 1962 de Plumard-Baudou. Donc une région qui était complètement en retard, et bien finalement, elle a pris une position, et il faut souligner à ce propos, mon collègue en parlera très certainement par la suite, représentant de la région, elle a eu un volontarisme très vif qui permet depuis 4-5 ans de diminuer considérablement le nombre des zones blanches, donc c'est le plan à haut débit, et qui pour moi est tout à fait fondamental. C'est-à-dire qu'on est passé, je sais, vous préciserez les chiffres, mais je crois que s'il y avait 90 encore zones blanches il y a quelques années, on doit être aujourd'hui à 4 en Bretagne, à peu près, ou plus. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle zone blanche, parce qu'il y a les émetteurs, il y a des zones entre les deux qui ont des ondes selon la fréquentation qui diminue. Enfin, c'est très complexe dans le détail. Quand bien même, on va vers une généralisation des équipements qui, pour moi, est un élément clé de l'aménagement des territoires à une époque où, évidemment, ces usages sont cruciaux. De la même façon, ne pas oublier le rôle stratégique fondamental de la Bretagne à l'échelle du monde. La Bretagne, sur les cartes du monde, c'est, comme tous les détroits, mais surtout dans la région Bretagne, une des zones majeures des câbles, et notamment des backbones qui transfèrent aujourd'hui 90-95% du haut débit dans le monde. Hein, le premier câble, ça partait de Pinmar, le nouveau là, qui part jusqu'à Cape Town en Afrique du Sud, il part encore de Pinmar. Et globalement, Wikileaks, dans son rapport, avait dit qu'il y avait 2 endroits particulièrement stratégiques en France, qui étaient Plérin et Lannion. On n'en parle jamais. À Caen, en Bretagne, un colloque permanent sur cet enjeu des câbles, qui est, je crois que la Bretagne a une place à prendre ici, d'autant que, autre atout fondamental, au-delà de ces discours parfois anxiogènes sur le numérique, n'oublions pas que le numérique, c'est 15%, enfin, ce qu'on appelle les TIC, c'est 15% du PIB breton. Et après, c'est quoi? Parce que bon, je vois des chercheurs qui font des tests sur les innovations, ils n'ont jamais allé voir une entreprise. J'essaie d'aller en voir quelques-unes. Je suis allé visiter celle de Joël Chéritel à Rennes. Eh bien, c'est quoi? C'est près de 200 emplois à Montauban-de-Bretagne. Et qu'est-ce qu'ils font là-dedans? Quand on visite, eh bien, on voit des jeunes devant des tableaux avec Moscou, avec Mexico, etc. Et ils sont en train, de Montauban-de-Bretagne, de résoudre des problèmes très concrets dans le territoire, de transmission des images satellites, alors qui, elles, arrivent sans trop de problèmes, hein, puisque ça fonctionne. Par contre, au sol, dans les connexions, il y a en permanence 200, 300 problèmes que ces personnes à Montauban-de-Bretagne parviennent à résoudre. Et donc, on a des problèmes qui apparaissent, qui sont résolus, d'autres qui apparaissent, qui sont résolus. On passe entre 150 300 problèmes. Et quand on voit ça, on voit la concrétisation matérielle de ce qui est parfois présenté comme étant hors sol, et en réalité ne l'est pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a quand même un lien très vif entre le numérique et les territoires. Et donc aujourd'hui, la fracture diminue au niveau des usages. Il y a une démocratisation des usages, y compris personnels, ce qui, en troisième partie, déclenche enfin des actions qui me semblent porteuses et surtout des pistes de recherche pour les différents décideurs. Alors, au titre de ces éléments, vu le temps qui m'est imparti, et comme il s'agit évidemment d'essayer de le respecter, 14 minutes, il y a 5 points qui me semblent peut-être plus porteurs. Tout d'abord, on parle beaucoup d'une ville intelligente. Il me semble que les campagnes le deviennent, ou les territoires moins denses le deviennent eux aussi de plus en plus. En effet, aujourd'hui, on n'arrête pas de nous dire que l'avenir est métropolitain. Je n'en suis pas sûr.
on voit apparaître des signaux faibles ou des jeunes en raison de la congestion, en raison de la pollution, notamment de l'air, et notamment quand ils ont des enfants, en raison du prix de l'immobilier, et en raison surtout d'une ambiance aussi un peu insécuritaire en ville, veulent changer d'espace. C'est tout nouveau. On ne sait pas où les jeunes développeurs auront envie de vivre demain. Il y en a déjà des exemples dans différentes communes bretonnes, que ce soit à Carentoire, que ce soit à Crozon, que ce soit partout, de jeunes qui font le choix de combiner un air pur qu'ils respirent, on est toujours dans l'ici, des sports, un foncier moins cher, un cadre de vie, et c'est de plus en plus possible. C'est un événement majeur dans la géographie, qui n'était pas possible il y a 20 ans, et qui est lié justement aussi à cette démocratisation numérique. C'est tout à fait fondamental pour un territoire comme la Bretagne, qui n'est pas Toulouse et le désert toulousain, mais qui est un maillage de grandes villes, et c'est bien, de villes moyennes et de villes petites, voire de bourgs, etc. Deuxième point, le numérique aide ensuite à l'organisation surfacique et au développement de différents projets. On parle beaucoup, de sécurité, etc. En Bretagne, comme l'a démontré Stade Braise, qui a été contesté par personne, un ouvrage qui a montré que les Bretons étaient dans l'ensemble plus civiques, triaient mieux les déchets, premier en France, enfin, on avait toute une série de paramètres, dépensaient moins que d'autres pour la sécu sociale, etc. Il y a déjà une forme de civisme où le numérique peut être un tremplin de cela. C'est-à-dire que finalement, on peut trouver des outils nous permettant de nous organiser sans demander l'avis à personne. Et ce que l'on constate, c'est qu'on a par exemple une extension désormais numérique qui a été obtenue en même temps que le Point Paris et qui est un levier d'une organisation, le fameux Point BZH. Aujourd'hui, il y a déjà 5000 personnes qui l'ont pris et globalement, moi je n'ai pas eu un spam sur le Point BZH depuis l'origine, parce que c'est une association à but non lucratif, parce qu'elle crée des bénéfices, parce qu'elle permet à des gens de se retrouver sur un territoire et de porter une dynamique de projet. Donc, par rapport à ces GAFA, on peut s'organiser ici. Autre exemple, Gwynwood. Gwynwood, c'est un moteur de recherche qui a été créé par Maïté Poulain et qui est en fait une déclinaison de Google à l'échelle régionale, sur les 5 départements aussi, bien sûr, parce qu'on a plus de clients et que des gens de Loire-Atlantique veulent venir avec nous. L'État dit que la Bretagne est à 4, faisons-le à 5 si des gens en ont envie. Rien ne nous en empêche. D'autant que le droit est lui aussi à 5. Donc, c'est un constat de fait. On s'organise. Donc, une enveloppe, etc. Et on est quelque part, on n'est pas dans un ouest indéterminé, il y a la Bretagne. Donc, troisième point, c'est surtout toute l'animation également locale, à savoir que l'on voit aujourd'hui différents blockchains qui apparaissent, et c'est un élément fondamental sur lequel je n'ai pas le temps de parler, mais il y a une réunion d'études animée par Jean-Luc Hannequin à Rennes bientôt, c'est-à-dire des contrats entre les gens sur les territoires, éventuellement animés par les collectivités, et qui permettent aux gens de s'organiser sans demander également, avec des acteurs qui portent différents projets. À noter aussi à ce propos certaines maisons de services au public qui sont en train d'être menées, y compris par la Poste, etc. Il y a des choses intéressantes par des collectivités où là, on aide au numérique. Il y aurait des organisations à lancer en Bretagne, à l'instar de la Suisse, pour aussi que des jeunes, par exemple, en échange de bénéfices ou de valeurs, aident des personnes âgées à s'en sortir pour favoriser l'accès au numérique. Ça se fait dans d'autres pays, ça ne se fait pas pour l'instant, ou peu, à ma connaissance, en Bretagne. Et enfin, il y a toutes ces dynamiques locales qui, aujourd'hui, que je constate aujourd'hui, est très souvent liée à la capacité des différents acteurs à porter des projets. C'est-à-dire que dans un centralisme qui ne marche plus ou marche difficilement, les territoires d'innovation aujourd'hui me semblent de plus en plus liés à la présence d'habitants qui veulent s'associer pour s'en sortir. C'était un discours parfois militant, ça devient aujourd'hui un discours indispensable pour satisfaire des besoins primaires et s'en sortir. Et il est très étonnant de voir des territoires logminés, par exemple, sur des projets énergétiques. Les gens qui ont organisé Blablacar sans attendre des décisions de l'État,
et des acteurs, un peu dans les pays, quoi, hein, notamment, parce que le pays, malgré les lois Voynet, on ne veut pas l'organiser, sauf qu'il existe. 83% de la vie des gens, c'est un rayon de 20 minutes. On est toujours dans les si, on est toujours de quelque part. Et donc, on voit aussi des acteurs dans les territoires qui, justement, à partir du numérique, favorisent des organisations concrètes, tangibles, avec 4 stratégies qui me semblent assez hermétiques et que je rappelle très très vite. Et là, après, c'est aux décideurs locaux de les combiner. Un, c'est la dynamique de l'ancrage, qui est très souvent au numérique. 2, c'est la dynamique de la redécouverte de l'itinérance. C'est-à-dire que le numérique aide à mieux organiser l'itinérance pour desservir des personnes âgées. C'est une autre stratégie. 3, c'est l'animation des transports collectifs grâce au numérique pour limiter les coûts de chacun. Et 4, c'est le scénario de la dématérialisation, où finalement un peu tout sous abri, où on évite des démarches administratives, on évite différentes pénibilités, hein, la télémédecine, certains éléments, grâce effectivement au réseau. Et ces 4 sont combinés, c'est une combinatoire de 4 éléments, différentes selon les territoires et différentes selon les acteurs. Du coup, en conclusion, le numérique a totalement bouleversé la Bretagne en 60 ans. On l'a perçu à un moment comme une contrainte et finalement on en a fait parfois un objet un peu de centralisme, voire de prédation internationale. Il me semble aujourd'hui beaucoup plus pouvoir être une aubaine sur un enjeu, oui, de sécurité, alors qu'on est un peu obsédé par le pompage des données, des choses comme ça. Mais c'est beaucoup plus, pour moi, un outil pour essayer d'aider à la construction d'une forme de pacte spatial, une sorte de contrat spatial. On est toujours quelque part. Comment, avec les voisins, eh bien, on peut s'entraider, on peut aller de l'avant pour construire différents projets. Et quelle aubaine, cette capacité quasiment gratuitement de pouvoir effectivement diffuser de l'information, animer une information collective pour porter différents projets. Et dans ce cadre, je pense que, vu également le niveau éducatif de la région, vu les réseaux qui fonctionnent déjà souvent sur 5 départements, vu une volonté de vivre ensemble, il me semble que la Bretagne a vraiment beaucoup de chance pour pouvoir réussir ce fantastique défi. Merci. Merci.